Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui, vendredi 4 novembre. Nous débattons et nous commentons l'actualité avec Jérôme Ripoul. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur associé de l'agence Confluence et président d'Opinion Valley. Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Najwa El Haïté, docteur en droit public. Vous êtes avocate, porte-parole de Territoire de Progrès. Plus maintenant, Valérie. Maintenant quoi Je ne suis plus porte-parole de Territoire de Progrès. Bon, d'accord. Je suis présidente d'un nouveau parti qui s'appelle Demain. Demain, bon très bien, c'est noté. Nous changerons. Et dès aujourd'hui quand même. Nous changerons l'affiche, mais vous avez publié, ça ne change pas, Laïcité et République chez l'Harmattan, et vous rejoindrez certainement l'excellent livre également d'Amine Elbaï. Bonjour, c'est la première fois que nous vous accueillons ici, nous en sommes ravis, juriste en droit public, et vous avez publié donc Je ne me tairai pas chez Robert Laffont, livre qu'il faut lire. Notre libraire maison Gérard Collard en avait dit beaucoup de bien il y a quelques semaines, et on est encore une fois ravis que vous soyez avec nous ce matin. Qu'il retourne en Afrique, phrase raciste ou fausse polémique, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si nous pourrons trancher. Qu'il retourne en Afrique, est-ce que c'est un pluriel ou un singulier? L'Assemblée nationale est-elle devenue un cirque? On vous pose carrément. En tout cas, qu'est-ce que ça dit de cette Assemblée nationale, des tensions qu'il y a? Alors tout le monde dit oui, ça a toujours été comme ça, mais tout de même. Et puis on parlera de l'islamisme et en même temps aussi de cette loi immigration, sans faire le lien, comme dirait le président de la République. Mais tout de même, on ne comprend pas bien parfois la position du gouvernement. Commençons avec notre tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Jérôme Ripoul, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur très léger. J'étais en Aveyron cette semaine, et en ouvrant la presse quotidienne locale, qui est donc le Midi Libre, j'ai découvert une aventure extraordinaire dont j'avais envie de vous parler. C'est un homme qui veut changer vos nuits. Il s'appelle Jean-Rémy Bergougne. Il a créé il y a 25 ans une entreprise qui a racheté la semaine dernière la compagnie du lit. Alors Jean-Rémy Bergougne, pourquoi ce parcours? C'est un gars qui en 1984 décroche son CAP de menuisier à Millau, dans un lycée, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le lycée Jean Vigo, et il décide de fabriquer des sommiers à latte. Voilà. Made in France, Made in Aveyron. Et ce gars-là, qui n'a que son CAP à poche, va construire à 25 ans une entreprise qui a racheté 12 sociétés, dont l'Opilo qu'il a redressé. Et la semaine dernière, la compagnie du lit. Alors cette histoire, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que elle démontre qu'on peut... D'abord, il y a vraiment des hommes qui se font tout seuls. Et il s'est fait tout seul, puisqu'il part avec un capital de zéro. Ouais. Il a créé une entreprise qui aujourd'hui a sauvé ou a créé plus de 1200 emplois. Il a 200 points de vente en France et à l'étranger, et il a envie de faire du Made in France. C'est son leitmotiv. Et là où c'est intéressant, c'est que il est resté dans son territoire, il est à la Primob, donc à côté de Millau, et il a envie de faire de l'ultra local. Ouais. L'autre point qui est intéressant, c'est que quand les banquiers veulent, ils peuvent s'entendre. Il y a un tour de table pour acheter de la compagnie du lit de plusieurs banquiers. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir des success stories dans les territoires. Et la dernière chose, c'est qu'on peut être un entrepreneur dans la literie et ne pas s'endormir sur les lauriers. Donc Jean-Rémy Bergougne, Jean-Rémy Bergougne, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, comme quoi le Made in France. Voilà. Et puis il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour créer une entreprise de 240 millions d'euros. Alors, voilà. Jackie, vous, c'est écoutez, moi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimerait récupérer son lit, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme. Hier soir, j'allume la télé et je vois encore une fois un squatter, une jeune fille qui a hérité d'une maison, une jeune fille de 24 ans qui ne peut pas récupérer son bien, alors qu'une loi dite ASAP, d'ailleurs le nom est assez bien trouvé, est censée accélérer les procédures pour régler ce genre de problème. Et ne vois-tu pas que cette espèce de fanfaron, répondant aux journalistes, se vante qu'il ne payera jamais et ajoute dans cette morgue insupportable, si ça continue comme ça, je vais y foutre le feu à la maison. Alors, Monsieur Darmanin, puisque la loi ASAP a été faite à l'époque où on a tous eu un coup de cœur pour ce retraité qui ne pouvait pas récupérer sa maison, il faut impérativement dire à Madame la préfète qui a décidé de ne pas l'expulser
alors que tous les recours ont été utilisés par cette jeune femme, de foutre ce type dehors, mais manu militari, parce que c'est totalement intolérable. 1, parce qu'il y a des lois, 2, parce qu'il faut les respecter, et 3, parce que ce genre d'image, ça provoque l'augmentation du vote extrême. Donc voilà, et ça m'a mis hors de moi. Alors c'est peut-être un peu moins gai que le choix de Jérôme, mais pour cette jeune fille, j'ai trouvé ça intolérable, et puis surtout ses propos. Ce matin, le ministre du Logement était invité dans le Grand Matin Sud Radio et j'ai écouté, il a fait du en même temps, c'est-à-dire qu'aux questions de Patrick Roger, il répondait oui, mais il faut aussi protéger les locataires, mais sans oublier les propriétaires. Et il y a une proposition de loi qui a été déposée par Renaissance pour justement mettre fin à ces situations. Et visiblement, ça n'a pas l'air d'avancer tellement. Je sais pas, peut-être c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai raison. Alors c'est pas des cas exceptionnels. Non. On a tous dans notre entourage des situations comme ça. Ce sont des gens qui, en général, ont investi leur économie, parce que c'est des héritages. Dans le cas présent, il y a beaucoup de gens qui ont investi, qui se retrouvent avec des locataires qui ne paient pas, et ça peut durer des années. Des années. Bien sûr. Et vous pouvez même avoir... ça m'est arrivé, en fait, il y a très nombreuses années, un appartement on partait à l'étranger, on avait cet appartement dans lequel il y avait des gens. Quand on est revenu, ils n'ont pas voulu quitter l'appartement, on a attaqué, on a gagné, ça a pris 1 an et demi, et les gens n'ont pas voulu partir parce que le commissaire de police ne voulait pas exécuter la décision, et on était obligé de payer ces gens-là pour qu'ils quittent ce logement. Il y a un business, d'ailleurs, il y a des gens qui rachètent des maisons comme ça, ils filent de l'argent aux squatteurs, ils rachètent les maisons, ils les refont et ils font une galipette de 3-4. Parfaitement. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Là aussi, il faut toujours être prudent parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la dernière affaire médiatisée où ils sont allés chez Hanouna et où on s'est rendu compte qu'ils avaient acheté la maison occupée et qu'ils ont voulu les faire dégager. Et évidemment, la maison prend une autre valeur. Amine El-Khatmi. Pardon, oui, c'est ça, oui. Amine El-Bailly, pas El-Khatmi. El-Khatmi, c'est un autre. Amine El-Bailly, sur ce genre de situation et sur les choses qui ne changent pas malgré les affaires qui se multiplient. Moi, je voudrais pousser un coup de gueule aujourd'hui. Et ce coup de gueule, pour rejoindre la thématique de l'ASE que j'ai entendue tout à l'heure, concerne les enfants handicapés. Je voudrais vous parler d'Yanis. Il a 18 ans, ça fait 8 ans qu'il part tous les matins en Belgique, à 6h du matin. Et qui revient tous les soirs à 18h avec un taxi. Nous habitons la commune de Roubaix, Yanis est mon petit frère. C'est un enfant autiste. Depuis maintenant 8 ans, nous nous battons pour scolariser les enfants handicapés, faute à notre pays de ne pas avoir suffisamment de place dans les instituts médico-éducatifs, ce qu'on appelle les IME. La France aujourd'hui est démissionnaire sur ce sujet, malgré les condamnations aussi bien à la Cour européenne des droits de l'homme qu'à l'ONU. La France n'a toujours pas construit suffisamment de capacités d'accueil pour accueillir les enfants handicapés. Ce sont nos voisins européens, et notamment la Belgique, qui assurent la prise en charge des enfants handicapés. Et aujourd'hui, tous les moyens doivent être entrepris pour assurer la scolarisation des enfants handicapés. En tout cas, c'est mon combat, c'est le combat que nous portons aussi parallèlement. Et si je peux me permettre ce matin, je vais avoir une pensée à toutes les familles, et notamment à toutes les mamans, et notamment les mamans solo, qui assurent bien souvent seules l'accompagnement de leur enfant handicapé, devant les administrations françaises, devant les écoles pour trouver un médecin, pour trouver une infirmière, pour trouver un assistant, pour trouver un AES, etc., un AESH, etc., etc. Ce matin, je voudrais avoir une pensée pour ces mamans, une pensée pour Yanis, parce que c'est mon petit frère, et parce que tous les matins, il effectue ses déplacements, et je le sais aujourd'hui très fatigué. Il a quel âge ? Il est âgé de 18 ans. Il a eu 18 ans le 4 octobre dernier. Et je peux vous dire que c'est ce que je dis dans mon livre, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Ce que je dis, c'est que ce qui est très compliqué aujourd'hui dans notre pays, c'est non seulement de pouvoir trouver des places, mais aussi vous dire que l'État met aussi très très peu de moyens dans les institutions en Belgique. Par exemple, et je vais vous prendre cet exemple précis, vous avez un internat en Belgique qui se trouve à Tournai, c'est l'internat Les Solchoirs, qui ne pourra plus assurer la prise en charge de 12 enfants français, pour la simple et bonne raison que les prix des carburants ont explosé et que le département ne veut pas assurer les surcoûts et la compensation des frais de transport. Voilà où
à la fois nos collectivités, mais aussi le service public est défaillant. Oui, mais c'est le drame, c'est que ça dure depuis des années, que les familles alertent et qu'il ne se passe rien dans ce domaine-là. Et ce terrible drame la semaine dernière d'une maman qui a tué son enfant autiste parce qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est un drame absolu que celui des enfants autistes, et qui à 20 ans aussi se retrouve sans institution pour ceux qui en ont. Najwa, ça rejoint votre coup de gueule. Pour information, la France a été condamnée hier par la Cour européenne des droits de l'homme pour n'avoir pas suffisamment protégé une enfant qui était placée dans une famille d'accueil. Elle a subi des abus sexuels. On lui faisait du prosélytisme religieux dans cette famille d'accueil. Et cette actualité me rappelle le reportage de Zone Interdite sur M6, où là on découvre des enfants déscolarisés qui vivent dans des situations mais dramatiques, dans des hôtels sordides où ils passent toute leur journée. Certains s'adonnent au trafic de drogue, d'autres à la prostitution, et vous avez des éducateurs qui sont totalement impuissants. Et on y découvre également des enfants placés en famille d'accueil, et ces familles d'accueil ne subissent aucun contrôle. C'est-à-dire, on ne vérifie pas leur antécédent, ni leur casier judiciaire. Alors, vous avez la secrétaire d'État, Charlotte Cobel, chargée de l'enfance, qui a annoncé après ce reportage, et ce qui est terrible, c'est qu'on découvre que la secrétaire d'État elle découvre, c'est même pas qu'elle est au courant, elle découvre par ce reportage ces drames humains, et elle prend des engagements en disant que on va multiplier les contrôles concernant les antécédents judiciaires de ces familles d'accueil, également qu'en 2024 il n'y aura plus d'enfants placés dans des hôtels sociaux. On espère que ces engagements seront tenus pour que la France retrouve son rang de défenseur des droits de l'homme, des droits de l'enfant surtout, puisqu'elle est signataire de la Convention européenne des droits de l'enfant. On va en reparler parce que c'est un sujet important, et ça rejoint aussi ce que disait Amine tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des situations qui perdurent. Et visiblement, tout ce qui concerne le handicap ou l'enfance maltraitée n'a pas l'air d'alerter beaucoup nos dirigeants. On y revient dans un instant, 9h15 sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Alors je trouve ce tour de table très salutaire parce que ça permet d'évoquer d'autres sujets que ceux que nous évoquons un peu moutonniers de l'actualité, qui nous entraînent parfois dans des débats un peu classiques. C'est vrai que c'est à nous aussi parfois de prendre des chemins de travers, et vous avez eu raison ce matin, et Najwa Laïté et Amine Elbaï d'évoquer l'enfance, à la fois l'enfance maltraitée et placée, et puis les enfants autistes, les enfants handicapés qui n'ont pas de place. Il y a un auditeur, Stéphane, qui m'envoie effectivement cet article qui nous dit: le gouvernement va interdire l'hébergement en hôtel des enfants placés. Ça date du 25 janvier 2021. Secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui ne l'est plus. Une loi devrait être votée dans le courant de l'année pour améliorer le sort de ces mineurs. Mais que s'est-il passé depuis un an? Que se passe-t-il pour les enfants autistes depuis des années? Je vous disais hors antenne que je me souviens avoir fait des émissions sur LCI dans les années 2000. Ça va faire plus de 20 ans, avec des mamans en détresse, avec des enfants autistes n'ayant pas de situation, n'ayant pas de solution pour leurs enfants. On attend toujours. Mais vous savez, la première chose qu'on fait quand on a à la charge un enfant autiste, je prends l'exemple de ma maman, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir le maire, puisqu'on ne connaît pas l'administration, et puis le citoyen lambda a toujours pour référence le maire. Le maire renvoie au département, puisque c'est le département qui est compétent pour prendre en charge les enfants handicapés jusqu'à 20-21 ans. Et au-dessus, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui sont compétentes pour orienter et prendre en charge les adultes handicapés. Sauf que les départements aujourd'hui, à la fois sont pour certains démissionnaires parce qu'il n'y a pas assez de places d'accueil dans les IME, dans les CESAD, y compris dans les milieux d'accompagnement ordinaires. Mais j'irai même plus loin, c'est que le département refuse les surcoûts de prise en charge des enfants handicapés. Par exemple, avec la montée
des prix des carburants, les départements refusent de payer davantage les prix des transports et renvoient la compétence sur l'État, sur l'ARS. Mais aujourd'hui, il faut que les départements prennent leurs responsabilités. Les départements doivent avancer ces frais, puis attaquer l'État en carence pour obtenir devant le juge, devant les juridictions, le remboursement de ces frais. Mais vous imaginez aujourd'hui, au XXIe siècle, la logique de prise en charge des enfants est une logique comptable. Il n'y a plus de logique humaine au sein du service public, au sein de l'administration, au sein des collectivités territoriales. Et voilà que beaucoup de parents d'enfants handicapés se trouvent totalement abandonnés, délaissés, s'arrachent les cheveux. C'est indigne. Au lendemain du confinement, c'est indigne. C'est absolument indigne. Et ils laissent sans doute leur santé, parce que évidemment, quand on est dans une situation d'aidant, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites par tout un tas d'organismes qui montrent que ce sont des gens qui peuvent eux-mêmes contracter des maladies assez graves par le stress généré dans la situation et ils sont derrière mal pris en charge. Et les aidants parfois décèdent avant même les personnes qu'elles aident. Non, mais ce qui est terrible, c'est que concrètement, à part d'en parler, de relancer, mais vous voyez que ce zone interdite dont vous parlez à quasiment un an, il y en a eu un autre récemment. Il y en a eu un qui a précédé ce reportage et il ne s'est rien passé. Pièce à conviction en 2019 avait été à l'origine d'un scandale qui avait conduit à la nomination d'un secrétaire d'État à l'enfance. Mais le souci, c'est que vous avez des lois, vous avez d'ailleurs concernant les enfants en situation de handicap, vous avez le droit français qui dit que le parcours scolaire d'un enfant en situation de handicap doit être continu et adapté. Sauf que, en réalité, vous le rappeliez très justement, Amine, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des familles qui se retrouvent exclues, ostracisées du système scolaire, alors que normalement, ils devraient trouver une place dans des dispositifs qui sont des lieux de scolarité accessibles à ces enfants qui ont des troubles assez importants mentaux, mais les places ne sont pas là. Et donc, hélas, vous avez des familles qui sont obligées de partir à l'étranger pour scolariser leurs enfants. Et vous avez donc la loi, le texte, mais ce n'est pas appliqué en réalité dans la réalité, la vie quotidienne de ces familles. Quand on voit qu'il y a toutes les lois qu'il faut pour faire expulser cette espèce de grossier personnage, et encore, je retiens le qualificatif, et que vous trouvez quand même une haute fonctionnaire, sans doute bien intentionnée, pour vous expliquer que il faut encore être un peu tolérant. Donc imaginez quand il n'y a pas de cadre législatif et tout ça. Et Valérie, vous disiez que ces hôtels qui accueillent ces mineurs qui n'ont pas de famille, les mineurs migrants isolés, c'est ça, sont richement dotés. Enfin, il y a quand même tout un tas en France de contrôles pour essayer de regarder si la prestation payée correspond à la prestation reçue et au minimum que des êtres humains en état de faiblesse, puisqu'ils sont encore jeunes, sont en droit d'attendre. Enfin, il y a quand même une inspection générale des affaires sociales en France où on a de très brillants hauts fonctionnaires. Il y a une inspection générale des finances. Il y a des corps de contrôle dans tous les sens. Voilà, je veux dire, quand d'un côté, avec toutes les lois, on est encore capable d'expliquer qu'on ne va pas appliquer la loi, dans d'autres domaines où les choses sont plus trop, les gens ne font rien si ce n'est de regarder un peu la télé. Très bien, c'est bien les reportages, mais c'est sans doute pas suffisant. Absolument. Moi, j'avais juste deux remarques à faire. Une qui concerne l'aide sociale à l'enfance, l'ASE donc. Ce sont les départements qui gèrent ces services. Ils ne les gèrent pas, ils ne les contrôlent pas. Non. Ce que disait Najwa, c'est qu'ils, des fois, ils délèguent leur mission à des associations qu'ils ne contrôlent pas, sur lesquelles il y a des dérives, et les présidentes et présidents de département devraient assumer la responsabilité. Ils ne le font pas. Donc c'est vrai qu'après, là, on se retourne fatalement vers le ministre, mais c'est à eux d'abord de le faire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, le handicap, ça me choque beaucoup, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui sont les plus anciens ici, de la campagne de Chirac en 95, il avait placé le handicap au cœur de sa campagne, et d'ailleurs les personnes handicapées, il a visité des associations, etc. Il y a eu une loi en 2002 qui a créé, par rapport à ce que vous disiez Amine, c'est là ce qui m'a un peu étonné, que le maire n'ait pas renvoyé vers les départements, vers la maison départementale des personnes handicapées. Car il y a une maison départementale des handicapés depuis 2000. Je crois que c'est depuis 2002. Puis si ça ne marche pas, il faut le dire. Et il faut le dire et il faut le dénoncer, parce que ces situations, c'est absolument incroyable. C'est dénoncer. Le défenseur des droits a publié un rapport en septembre dernier. Ils se sont alarmés. Vous avez par exemple aujourd'hui dans des écoles publiques des AESH, des assistantes qui sont payées pour accompagner des élèves handicapés.
Et lorsqu'elles accompagnent ces enfants sur le temps scolaire, c'est à la charge de l'État. Lorsqu'il s'agit d'accompagner l'enfant sur le temps du midi, c'est à la charge de la collectivité et à la charge des communes. Ce qui signifie que certains gamins, parce que les communes n'ont pas budgétisé, se retrouvent sans accompagnement le midi, doivent retourner chez leurs parents. Ce qui signifie qu'on interrompt notamment, j'ai le cas moi dans mon association, puisque je suis président d'association où j'accompagne des familles très fragiles. Et on retrouve des familles, par exemple, qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'ils doivent aller récupérer leur gamin le midi pour le redéposer 1 heure après et gérer la vie de leur enfant handicapé. C'est devenu invivable. Et on ne peut pas aujourd'hui se contenter de dire... Oui, il faut le dire à la MDPH. D'abord, ce ne sont pas les MDPH, mais pour les enfants, les CDAPH. Et donc, à la charge des conseils départementaux. Et sur ce sujet, je vous le dis, toutes les familles le font. L'État est défaillant. L'État est démissionnaire. Et chaque année, on nous dit, vous inquiétez pas, il y aura une loi. On va faire quelque chose et chaque année on reporte la loi à l'année d'après. Donc personne ne fait rien. La classe politique a abandonné le terrain du social. Il n'y a pas trop de social pour les enfants handicapés. Non. Je dis qu'il n'y a pas assez de social et les moyens ne sont pas justement répartis. Voilà. Stéphane nous dit, j'étais à la DAS de mes 12 ans à mes 20 ans. Ils ont détruit ce système qui fonctionnait. Je ne sais pas si la DAS fonctionnait mieux en termes d'organisation. En tout cas, c'est ce que lui a l'air de penser. On se retrouve dans un instant. Et on va revenir sur la polémique du jour, qu'il retourne en Afrique. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, évidemment, vous le pouvez. Et il est 9h27 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert. 9h10, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, 9h30, avec Jérôme Ripoul, Jackie Isabello, Najwa Laïté et Amine Elbaï. Juste Stéphane, toujours, qui précise que lui a été très bien traité à la DAS avec un directeur qui avait créé la Maison du Miel à Paris et qui a sauvé des centaines et des milliers d'enfants. Donc il y a aussi des gens qui ont été très bien dans ces structures et il faut évidemment le dire, mais c'était aussi une autre organisation. La polémique du jour, qu'il retourne en Afrique, phrase raciste, fausse polémique politique. On en parle avec vous ce matin. Je vous propose d'écouter le son. Je pense qu'on n'arrivera pas à solutionner la question, mais écoutez pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Voilà. Donc très difficile de dire. Donc on rappelle que ce député Rassemblement National évoquait la météo en Méditerranée, des bateaux qui étaient en Méditerranée, qu'il retourne en Afrique, singulier ou pluriel. Ce matin, le bureau de l'Assemblée nationale effectivement a décidé que c'était un singulier. Donc je ne sais pas comment on évalue ça à l'oral. On peut les féliciter pour leur discernement. Quelqu'un me disait ce matin, mais est-ce que dès qu'on dit le mot Afrique, c'est une insulte et c'est raciste? Je sais pas qui veut commencer. Avec Jérôme, puisque c'est un peu notre métier très rapidement, de dire, vous disiez polémique ou pas, mécaniquement polémique, c'est performatif, c'est-à-dire le fait que cette phrase ait été prononcée et l'emballement qui est généré, la polémique est tout à fait existante. Et je laisserai la parole à fausse mes polémique, camarades, fausse polémique, la question. D'un point de vue politique, eh bien, Marine Le Pen essaye d'éviter toutes ces choses-là, et c'est du pain béni pour que tout le monde se castagne un peu, parce que c'est ça. Après, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que ça peut être retenu à l'Assemblée? Vous savez, il y a une immunité à l'hémicycle, comme il y a une immunité dans le prétoire, c'est-à-dire que les avocats peuvent dire ce qu'ils veulent dans le prétoire sans être embêtés, les parlementaires aussi. Après, la polémique, elle est là. J'ai l'impression que les parlementaires vont se jeter dessus, l'aiment de plus en plus. Est-ce qu'à un moment, il faut se dire, bon, on en parle une journée, on arrête parce qu'on va vraiment être ridicule au regard de ce qu'attendent de nous nos ennemis. À mon avis, sans doute pas. Mais alors, Amine Elbaï. Moi, ce que je souhaite dire, malgré tout, sur cette polémique, et vous avez raison, effectivement, il y a beaucoup d'exagération, je pense, de toutes parts. Mais n'oublions pas que
ce dont on ne parle pas maintenant depuis 24 heures, c'est le débat sur l'immigration. Et j'ai l'impression que le débat sur l'immigration incontrôlée est en train de nous être volé, est en train de nous être confisqué, est en train de nous échapper pour évidemment cette malheureuse interjection. Alors, il reviendra effectivement au bureau de l'Assemblée nationale de prendre les mesures adéquates et nécessaires, mais quand même, il y a un sujet politique et je pense que les Françaises et les Français méritent mieux qu'un triste spectacle dans l'hémicycle avec un député qui, rappelons-le quand même, sur la forme... Est-ce qu'il y a eu une interjection raciste ou pas? Le bureau de l'Assemblée va trancher. On attend cette décision cet après-midi. Ça va être extrêmement intéressant à suivre, mais quand même... ne pas couper la parole, ne pas s'offusquer comme ça les bras en l'air à l'Assemblée. On le voit depuis des années. Ce comportement-là, il révolte les électeurs. Et j'ai pris un exemple dans ma commune à Roubaix, dans une ville de 97 000 habitants. Nous avons 80% d'abstention. Vous pensez sincèrement que ce type de comportement, ça a pour effet d'inciter les électeurs à revenir aux urnes? Voilà, il faut aujourd'hui responsabiliser la classe politique et je regrette que les partis de gouvernement ne s'en offusquent pas, que les partis de gouvernement ne reprennent pas la parole pour dire n'oubliez pas le sujet c'est quoi? Le sujet c'est l'immigration incontrôlée, il faut revenir sur le sujet et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Oui, mais c'est le président de la République lui-même s'est dit heurté par ces mots intolérables. Tout le monde y était. Éric Ciotti condamne avec fermeté les propos d'une extrême gravité tenus dans l'hémicycle, scandaleux de la part d'un élu, d'un représentant de la République, Jérôme Ripoll. Alors, qu'il retourne en Afrique au singulier ou au pluriel, j'allais dire c'est presque un point de détail. Parce que... c'est pas... Attention, attention. Non, c'est pas intéressant. C'est ça. Je renvoie le boomerang à l'envoyeur parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la phrase prononcée, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que vous allez chez TPMP ce soir, vous. C'est pas un point de détail. Non, mais c'est pas un point de détail, mais justement, c'était. Je paraphrasais volontairement Jean-Marie Le Pen pour dire que ça n'était pas un point de détail, puisque effectivement, lui, il disait que ça n'était un. C'est pas un point de détail. Pourquoi? Parce que il est évident que on a atteint un degré de violence dans l'hémicycle qu'on n'a pas atteint depuis la Troisième République. Et ça, je le souhaite. Troisième, Quatrième République. En clair, la Cinquième République, ça a été le moment de pacification à l'Assemblée nationale et au Sénat de la gestion de la parole parlementaire. Là, on a un retour de la virulence parlementaire qui est inattendue. La question est de savoir si cette phrase, elle a été prononcée dans le feu de l'action. Est-ce que ce député n'a pas pu se retenir et finalement c'est son surbois qui a parlé? Ou est-ce que elle a été prononcée volontairement? Et ça, c'est très, très, très important. Non, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que, d'une part, si elle a été prononcée involontairement, c'est-à-dire s'il a dit dans le feu d'action, et quelle que soit la phrase, qu'il retourne au singulier au pluriel, alors là, le RN a beaucoup évolué, parce qu'ils ont été capables, pendant la suspension de séance, de faire un communiqué de presse et d'expliquer qu'en fait, ils répondaient il parlait de la situation des migrants en Afrique et il n'insultait pas un député. Ça veut dire que, qu'elle ait été prononcée de façon volontaire ou pas, le RN est devenu central à l'Assemblée nationale. Il va faire aujourd'hui, c'est lui qui va dicter la teneur des débats au Parlement. Et j'en veux pour preuve que Sébastien Chenu, ce matin, sur une radio concurrente, et néanmoins pas mal informé, a dit qu'il voterait la motion de censure. C'est-à-dire que le fait que LFI proteste contre la déclaration de ce député ne va pas empêcher les députés RN de voter la motion de censure. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le RN dit je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et je vais prendre la main sur l'hémicycle. Et c'est ce qui est en train de se faire. N'oublions pas que M. Macron, alors très rapidement, est en infériorité, et que entre deux, il y a malgré tout les Républicains qui peuvent parfaitement amender les textes de loi. M. Macron a une minorité relative. Il a besoin notamment des Républicains pour pouvoir avancer et amender. Et donc, il peut y avoir un contre-pouvoir. Il y a même un contre-pouvoir au sein du Parlement, puisque si on réunit les députés et les sénateurs, les Républicains, ils sont majoritaires au Congrès. Donc, vraiment, sur ce sujet, je pense qu'il faut dépassionner le débat, revenir aussi sur l'essentiel, sur ce qui va nous attendre. Sur le projet de loi. C'est pas contre-pouvoir, c'est la tambouille. Mais c'est pas, oui, c'est de la tambouille. C'est ça
c'est de la tambouille. Mais ce matin, il y avait Franck Riester qui est responsable, donc il est secrétaire d'État en charge du Parlement. Il avait beaucoup de mal à répondre à cette contradiction que le journaliste lui disait, mais vous ne voulez pas que les migrants repartent en Afrique ou dans leur pays? Et c'est très compliqué parce qu'il y a ce en même temps du gouvernement, on va en dire un mot, sur la loi immigration. Donc quelque part, on s'offusque de cette phrase et en même temps, c'est un petit peu ce que dit Darmanin quand il dit il faut que toutes les OQTF soient exécutées. Et puis dans le même temps, excusez-moi Valérie, mais dans le même temps, on nous explique qu'il va y avoir des visas spécifiques et on va en parler. Vous voyez, une auditrice, Laurence, nous dit, et même le président a mis beaucoup de temps à réagir, et il y a des affaires beaucoup plus importantes sur lesquelles il n'a pas réagi. C'est-à-dire que elle a raison, Laurence. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on l'aurait attendu et peut-être pas là-dessus. Oui, c'est une réaction politique. C'est bien pour ça que c'est une polémique très politique aussi. Oui, mais franchement, Najwa, j'ai l'impression à chaque fois assez souvent de regarder et de visionner un mauvais spectacle. C'est vrai. Donc, quand on voit que il y a des enjeux, il y a des urgences, et vous parliez notamment de la loi sur l'immigration, d'ailleurs, qui sera débattue au premier semestre 2023, et qu'on voit ce député qui est récidiviste sur ses tweets nauséabonds, donc c'est pas une nouveauté. Mais il faut quand même dénoncer, malgré tout, ces propos qui sont assez indécents, inhumains par rapport à ce bateau de secours, parce qu'il s'agit non pas d'un bateau qui vient d'Afrique, mais un bateau de secours qui a en son sein plus de 200 migrants qui sont déshydratés, etc. On peut pas non plus être insensible quand on est une personne humaine, insensible à la situation de ces migrants. Mais moi, j'aimerais revenir plutôt sur la position d'LFI. Parce que LFI, moi, je trouve que c'est assez fort de café. C'est-à-dire que là, ils mettent en avant, ils surfent d'ailleurs sur cette actualité pour montrer qu'ils sont dans les combats antiracistes, etc. Mais souvenez-vous quand même de la campagne des législatives, où vous avez quand même 2 députés, Madame Simonet et Madame Obono, qui se prennent en photo avec Monsieur Jérémy Corbyn, qui a été écarté de son parti, le Labour Party, et de son groupe parlementaire, puisque ce parti a fait l'objet a reçu plutôt 1000 plaintes concernant Jérémy Corbyn pour antisémitisme. Et donc ils ont beau jeu de se montrer comme antiraciste, offusqués par les propos du RN. Il ferait mieux de revoir un peu en arrière ce qui s'est passé aux élections législatives, parce que c'est pas très clair leur combat contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que tout le monde voit quand même, vous avez raison, qu'il y a quand même un jeu politique, une tambouille qui est et on est là-dedans, en fait. C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment surpris. Je ne sais pas quel est votre avis. Isabello. Mais ça s'est passé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, mais il n'y a jamais le président de la République. C'est un fondement de notre Constitution. C'est étonnant, mais il me semble qu'en juin 2017, le président de la République a fait une blague, pour quelqu'un de bien formé, tout à fait douteuse, quand il était allé faire un déplacement sur la pêche illégale, et il a dit que les Kwassa ramenaient plus de Comoriens que de pêche illégale, ce qui avait été qui avait surpris tout le monde. Alors on s'était dit, bon, monsieur le président, tu as été élu en mai, on est en juin 2017, on veut passer. Mais que le président de la République, très bien conseillé, et c'est là-dessus que moi j'aimerais avoir votre avis, mette le doigt sur de la chose parlementaire. Et là, il faut laisser la présidente gérer son dossier, alors que lui se permet des petites blagues, franchement, tout aussi douteuse, même s'il n'a pas une étiquette Rassemblement National, quel qui a été ses appels du pied en 2022 entre les 2 tours. Moi, j'ai vraiment été, je me suis dit, ça, c'est de la basse politique. Ça, il faut le dire aux Français, parce que eux, je ne veux pas être indécent, mais d'ailleurs, ils n'ont pas l'habitude de ces choses. Le président, aucun ministre le fait, mais le président, il n'a pas à mettre le nez dans ce genre de basse polémique. Voilà. Alors, on marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant, et on va continuer à débattre avec vous, et on va également revenir sur la loi immigration qui laisse un certain nombre de questions en suspens. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à 10h. Juste un mot quand même pour le RN, c'est quand même une explosion en vol de la technique de dédiabolisation. On est passé à la cravate. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, la cravate. Ouais. Oui. Non, mais il y a, je pense, il y a 2 RN. Il y a un RN bien ancré. On a vu ce député qui, à mon sens, n'a pas évolué depuis Jean-Marie Le Pen. Il y a d'autres députés qui se démarquent. Et saluons, effectivement. Ouais. On en parlait pendant la pause. Sébastien Chenu, ses propos... il ne vient pas du RN, il vient du MP. Alors, il vient de la droite républicaine. Ouais. Il a tenu des propos très justes et très républicains ce matin. Je ne partage pas, moi, toutes ces idées, mais c'est peut-être l'occasion quand même de saluer sa position et de dire qu'on doit revenir à un débat républicain juste et courageux. Il est, je crois, l'un des seuls députés RN à ne pas avoir réagi immédiatement hier soir sur les réseaux sociaux. Il a pris le temps de la réflexion, il a intervenu ce matin. Il a été, je pense, très clair, à mon sens, sur la politique migratoire. On peut partager ou ne pas partager un certain nombre de positions, mais je crois que ça a le mérite quand même d'être assez clair. Et je pense que là-dessus, on doit avoir un débat républicain. Il y a eu une évolution pour une bonne partie, et j'irai même plus loin ce que je disais pendant la pause. Vous savez, il y a 20 ans, on entendait Jean-Marie Le Pen insulter les homosexuels de sales PD. Aujourd'hui, vous avez au Rassemblement national des représentants, des cadres du parti qui sont même engagés sur la cause des homosexuels. Donc, vous voyez, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'on puisse faire le procès du Rassemblement national. Évidemment, voilà. Il y a une évolution. Un auditeur me dit aujourd'hui, on préfère s'engouffrer dans une fausse polémique, tous bords confondus, plutôt que s'attaquer au problème. Et c'est vrai que, pour le coup, ça fait diversion aussi sur la loi immigration, sur la question dans laquelle ils sont quand même un petit peu empêtrés sur les OQTF, les métiers en tension, où on est sur du en même temps. Le gouvernement il souffle le chaud et le froid, et j'allais dire, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est peut-être un contre-coup de cette incapacité du gouvernement d'Emmanuel Macron, parce qu'on a compris quand même que globalement la première ministre était là que pour assurer l'intendance, de fixer une ligne claire sur la politique migratoire. Donc on a un ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui nous dit en bombant le torse, vous allez voir ce que vous allez voir, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français vont être appliquées, alors qu'aujourd'hui on est à moins de 5%. Et dans le même temps, vous avez un Dussopt, notre ministre, qui vous dit, écoutez, vous savez, il y a des métiers en tension, donc on va accepter que des personnes en situation finalement irrégulière et qui travaillent soient régularisées. Alors pour des séjours, c'est absolument, pour le commun des Français, c'est absolument incompréhensible. Et au passage, je dis une chose, c'est quand même le fait de dire, il y a des problèmes, il y a 800 000 emplois à pourvoir dans les métiers de la restauration et de la santé, et dire aux Français, vous inquiétez pas, c'est pas des métiers pour vous, vous allez pas les faire, on va faire venir des migrants qui les rempliront, c'est un scandale. C'est un scandale parce que ça veut dire qu'on a aujourd'hui des Français qui sont en capacité de remplir ces emplois et qui ne le font pas. Et moi, ça me scandalise presque plus que la question de... C'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'en termes de main-d'œuvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, je parlais à des restaurateurs, je vous assure. Oui. Je parlais à des restaurateurs qui m'ont dit, mais on aimerait accueillir des jeunes et les former au métier de la restauration. On ne les trouve pas. Ils sont dans autre chose. Et je pense que la crise... Non, mais je vous assure, il y a un rapport au travail qui a changé. Non, mais vraiment. Oui, mais ça veut dire, Najwa, qu'on accepterait donc que... Suivant que vous soyez français ou pas, on accepterait que vous preniez des métiers ou pas. S'il y a un problème quand même dans cette logique de se dire qu'il y a des métiers qui ne vont devoir être remplis que par des personnes qui sont pas françaises. Je vais vous dire, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais il faut le dénoncer, parce que c'est pas normal que les Français n'acceptent pas ces métiers. Mais je vous assure, oui, mais c'est un état de fait. C'est ce que disent. Dans le milieu de l'agriculture, il n'y a même pas qu'à l'hôpital. Il y a différents secteurs. Alors là, c'est... Je ne suis pas sûr qu'il faille le dénoncer. On fait un état de tout un tas de sujets en ce moment. Moi, je suis, avec mon nom, vous l'aviez compris, issu d'une vague d'émigration qui était plutôt au début du siècle dernier. Et bien, par le travail, et par du travail, voilà, mon père était ouvrier dans le bâtiment, petit à petit. Et aujourd'hui, quand il y a France-Italie, je peux vous dire que je ne suis pas le dernier à dire des gros mots à l'endroit de l'Italie pour supporter mon pays. Donc, le travail a permis, mais ce qu'il faut... C'est comme on le faisait avant, permettre à ces ouvriers-là de terminer cadre, de terminer directeur général d'une entreprise, ce qui se faisait assez communément. Donc, de dire, comme j'ai entendu un ministre hier dire, oui, si les Français ne veulent pas le faire, ces travaux, alors il faut plus de ces travaux. Enfin, c'était dingue. On a l'impression qu'il n'a jamais eu une dame qui est venue faire le ménage chez lui. Enfin, c'est indécent de dire des choses comme ça. Le travail a quand même cette valeur de
permettre aux gens de s'augmenter. Et par contre, il faut leur permettre d'évoluer. Mais à l'époque, il y avait une mixité, c'est-à-dire qu'on voyait des maçons français, italiens, portugais. Il faut quand même dépassionner le débat. Vous dire que quand même sur le titre de séjour métier en tension que veut porter M. Darmanin, la loi Darmanin est un grand projet de régularisation des clandestins et des sans-papiers. Je suis désolé de vous le dire, mais en réalité, les titres des séjours pour motifs économiques existent déjà. Ils existent depuis 2007. C'est la loi Hortefeux. Chaque année, 40 000 étrangers sont régularisés pour pouvoir travailler dans les métiers en tension. Mais quand même, je suis pas certain que notre pays soit aujourd'hui en capacité de rivaliser avec l'industrie allemande ou l'industrie chinoise. On n'a pas autant d'usines et d'industries textiles comme on a connu à Roubaix avec cette grande vague d'immigration ouvrière dans les années 80. Je pense qu'il faut en terminer avec cette vision passéiste de M. Darmanin que je ne partage absolument pas. Et le risque avec cette loi asile et immigration, c'est que le gouvernement a pour ambition d'abroger la circulaire Valls qui demandait aux préfets de mettre en œuvre leur pouvoir discrétionnaire de régularisation de certains sans-papiers qui travaillaient malgré tout dans les cuisines des grands hôtels, chez Uber, chez les coursiers à vélo. Ces personnes-là qui sont parfois exploitées et sous-payées, il faut évidemment les accompagner. Je ne dis pas qu'il faut une immigration zéro, mais une immigration choisie et contrôlée. Par contre, excusez-moi, mais aujourd'hui, cette loi va supprimer le pouvoir discrétionnaire et réduire la marge d'appréciation des préfets pour permettre à tout sans-papier, à tout clandestin, même entré illégalement sur le territoire national, d'obtenir une régularisation devant le tribunal à partir de la simple présentation d'un contrat de travail. Non seulement vous allez exploser le contentieux en matière des étrangers, vous allez engorger les juridictions, créer une nouvelle voie de recours supplémentaire, mais en plus, vous risquez d'avoir une insécurité juridique en faisant de la France une pompe aspirante. Parce que n'oubliez pas, si ces personnes demain perdent leur emploi, vous allez également les avoir à votre charge au titre des travailleurs privés d'emploi, au titre du droit de l'Union européenne, de Pôle emploi, de la CAF. Enfin quand même, il faut revenir à une juste raison. D'où l'idée d'une green card qu'évoquait Sophie de Menton et avec laquelle les syndicats sont d'accord. C'est-à-dire une carte comme il y a aux États-Unis qui est sur une durée déterminée pendant la durée de votre travail. Peut-être pour répondre à Amine, le Conseil d'analyse économique, qui est un recueil de tous les grands économistes français rattachés à Matignon, a fait une très belle étude sur ça et dit voilà, les autres, ils ont fait la green card pour faire très très simple et ils ont su faire venir de l'expertise. Nous, en France, on a buté sur un point politique qui était essentiellement, pour faire simple aussi, l'immigration autour du regroupement familial. Et aujourd'hui, le CAE dit on a besoin d'immigration qui ont des expertises pour pouvoir les faire évoluer. Et en fait, notre modèle migratoire ne fonctionne pas là-dessus. Donc ça veut dire que depuis 30 ans, eh bien, nous avons de maigres expertises qui proviennent de ces immigrés, alors que d'un seul point de vue économique, il faudrait aller vers le travail et les expertises. Donc, là où le sujet est intéressant, nonobstant ce que vous avez dit, et je partage tout à fait, que l'État fasse son job pour qu'on évite ce genre de problème. Mais le travail permet quand même de faire venir des expertises, et ça pacifiera la relation à l'immigration, alors ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc il faut laisser sa chance un peu au produit, pour employer une autre expression assez connue et sans doute un peu moins polémique sur ce dossier, je pense. Mais là où je vous rejoins, c'est que les principaux flux migratoires sont issus du regroupement familial. C'est ça, c'est ça le principal problème. Sauf qu'à un moment, il faut avoir aussi le courage de dire que si on veut remettre en cause le regroupement familial, il va falloir une révision de la Constitution quand même. Il va falloir aussi nous écarter de la Convention européenne des droits de l'homme. Là aussi, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que le regroupement familial a une valeur constitutionnelle, est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc allons jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire à un moment, et l'Angleterre d'ailleurs l'a fait, ça fait toute une polémique, c'est retirer momentanément de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ceux qui tiennent ce discours-là en disant bon, faut réduire, allons jusqu'au bout de la démarche. Ensuite, je dirais concernant le projet de loi, il faut l'attendre parce que là, on n'a pas, on débat par rapport à des propos tenus du ministre de l'Intérieur, mais bien sûr qu'en effet l'immigration, elle doit être choisie, bien sûr. Mais il s'agit aussi par cette loi de lutter contre une immigration
délinquantes, parce que moi je fais vraiment la distinction entre parce que quand je vois il m'arrive aussi de me lever assez souvent tôt et que je croise des personnes immigrées qui font les ménages dans les entreprises, qui se lèvent tôt pour nettoyer telle ou telle entreprise, etc. Les livreurs dans les grandes villes. Exactement. Donc distinguons bien les différents types d'immigration. Alors il s'agit aussi de lutter contre une immigration délinquante, criminelle. Oui, mais pardon, ce que disait, je crois que c'est vous, Amine, qui disiez ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils auront un contrat de travail, quel qu'il soit, ils pourront être régularisés. Mais c'est pour ça, moi, je suis d'accord avec une délinquance. Mais ne faisons pas de la France une pompe aspirante non plus, parce que attendez, il risque d'y avoir un problème. C'est que vous allez attirer un certain nombre d'étrangers qui vont vouloir revenir en France pour des motifs économiques, mais ils ne vont jamais repartir. Le problème, c'est pas l'entrée, c'est le retour. Le problème, c'est que certains pays ne délivrent pas de laissez-passer consulaires pour expulser les clandestins. C'est le cas de vous ne tous les pouvez pays pas du Maghreb. accorder un titre de séjour à un ressortissant d'un pays qui refuse de reprendre les clandestins que la justice française a confirmé l'expulsion, l'obligation de quitter le territoire. C'est essentiellement cela dont les Français ne veulent pas, et c'est tout à fait légitime. Les délinquants, on se débarrasse pas, Amine, de vous. On ne s'est pas débarrassé de moi il y a un siècle et demi. On se débarrasse de vous parce que vous êtes. Parce que nous sommes en France. Parce que vous êtes né en un patrimoine de la France des enfants. Non, mais je veux dire. Parce que nous sommes en France. Ce qu'on ne veut pas, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, où il faut quand même accorder un peu de crédit au discours du Rassemblement national qui a fait évoluer les choses, parce que sur cette criminalité, eh bien, il faut trouver des solutions. Ça pourrit le débat. Allez. Mais je ne suis pas sûr que la phrase déplaise à certains électeurs du RN et au-delà. Laquelle phrase? Celle qui a été prononcée à l'hémicycle. Hier à l'Assemblée. Et je pense que c'est ça. C'est fini. C'est fini. Merci à vous. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média. À tout de suite.